Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des innovations à l'Office du baccalauréat. Vous le savez, la délivrance des diplômes et certificats du bac se fait désormais séance tenante. Et bien évidemment, on n'aura aucune occasion de vous dévoiler, comme toujours, des astuces. Bienvenue à tous. Alors, on démarre avec quelques astuces pour vous, amis du rendez-vous de midi. Ça nous arrive très souvent de ne pas souhaiter être repérés ou dérangés quand nous consultons nos messages sur WhatsApp. Alors, Mistech partage avec nous quelques techniques qui vont nous permettre de dissimuler notre présence à nos contacts, bien évidemment sur WhatsApp. Bonjour, Rebecca. Bonjour Mylène, bonjour Bruno et bonjour aux téléspectateurs. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, très heureux d'être en votre compagnie ce jeudi. Et bonjour à vous, Mistech. Bonjour Bruno. Alors Rebecca, on y arrive comment? Alors oui, tu as si bien introduit ma rubrique, je me demande même si je dois retourner en arrière. Donc, on commence avec les astuces en même temps. Alors, on va déjà parler de la photo de profil WhatsApp. Vous ne voulez plus que votre photo de profil WhatsApp soit affichée chez tous vos contacts. C'est simple. Allez dans Paramètres de WhatsApp. Ensuite, cliquez sur l'icône compte. Vous allez voir dans vos paramètres WhatsApp, icône compte. Vous cliquez sur l'icône compte, puis confidentialité. Vous verrez, il est écrit quelque part photo de profil. Alors, vous cliquez là-dessus et vous choisissez l'option que vous voulez. Vous allez voir partager avec mes contacts, partager avec uniquement ces contacts. Donc, ça vous donne la possibilité de choisir les contacts qui verront vos photos de profil. On parlera aussi de comment masquer votre statut sur WhatsApp. Vous pouvez empêcher d'autres personnes d'accéder aux informations sur le statut de votre profil et vous avez le choix entre plusieurs options avec cette approche. Donc, c'est comme je le disais avec la photo de profil WhatsApp. Vous allez dans Paramètres de WhatsApp, cliquez sur Confidentialité. Vous verrez en plus une icône statut. Vous cliquez sur cette icône-là, statut. Vous avez maintenant le choix entre trois options. Mes contacts. Vous ne partagerez votre statut qu'avec vos contacts. Mes contacts exceptés. Ceux-ci partagent votre profil avec tous les contacts à l'exception de quelques contacts désignés. Partager, vous avez aussi l'option partager seulement avec. Ceci bloque votre profil de tout le monde sauf les contacts que vous sélectionnez manuellement. Ensuite, nous allons passer à supprimer la dernière connexion, c'est-à-dire vous êtes connecté. D'habitude, on met en ligne quand vous êtes connecté. Ensuite, quand vous vous déconnectez, ça met en ligne, il y a tel moment, en ligne, vu aujourd'hui à telle heure, ou vu cet après-midi, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Si par exemple, vous ne vous êtes pas connecté 2 jours, ça va mettre vu le temps, donc la date. Donc, comment faire maintenant pour que quand vous êtes aussi bien connecté, quand vous n'êtes pas connecté, la personne vient, entre dans votre conversation, la personne ne trouve rien. Votre nom est affiché, mais rien n'est écrit. Alors, comment faire? On va tout simplement dans Paramètres, toujours compte, ensuite confidentialité, vous allez voir vue A. Vous choisissez l'option désirée, vue A. Je suis sûre que si vous tapez sur votre téléphone là tout de suite, vous allez voir. Quand vous allez tout de suite dans Paramètres, confidentialité, option, vous allez voir vue A. Donc, vous cliquez sur vue A. Vous allez voir personne. Il y a vu à personne, il y a vu par vos contacts, il y a vu par certains contacts. Donc, quand vous mettez personne, ça veut dire que personne ne verra si vous n'êtes pas connecté ou pas. On ne verra pas, tout simplement. Maintenant, pour terminer, quand vous utilisez ces astuces et que maintenant ça ne marche pas, vous n'êtes pas satisfait, il y a quand même une application qui vous permet, vous installez l'application et ça vous permet d'être invisible tout simplement sur WhatsApp. L'application s'appelle Stealth App.
Donc voilà, S-T-E-A-L-T-H, app, A-2-P. Est-ce qu'il ne faut pas simplement se mettre en mode avion juste pour lire les messages? Oui, c'est vrai. Il y a aussi mode avion. Vous mettez mode avion. Mais le truc avec mode avion, c'est que, vous savez, et dans les paramètres de WhatsApp, il y a cette possibilité-là d'accepter, enfin, qui est, comment vous appelez ça, réception de message. C'est-à-dire, quand la personne lit votre message, il y a les deux traits confirmation qui de sont lecture. confirmation de lecture. Oui. Voilà. Il y a les deux traits qui sont en bleu. Oui. Il y a d'autres qui désactivent. Là c'est quand la personne a lu le message. C'est quand la personne a lu, mais quand la personne n'a pas lu, c'est les deux traits simplement, sans couleur. Oui. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes, vous allez voir, ils lisent très bien les messages, mais ça ne change pas de couleur. C'est-à-dire que préalablement, ils sont allés dans paramètres WhatsApp et ils ont désactivé. Donc, c'est la même chose. Quand vous mettez sur mode avion, vous lisez, la personne ne vous voit pas en ligne, mais à la fin, quand vous allez allumer votre connexion, il y aura les deux traits. Donc, ça va passer en couleur bleue et la personne saura que, oui, vous avez lu le message. Même si vous n'étiez plus en ligne au moment où lui, il a peut-être constaté que, que vous avez reçu très bien son message. Donc, voilà. Il y a aussi cette version bizarre de WhatsApp qui affiche en haut connecté depuis 5-10 mois. Et pourtant, tu es en ligne. La personne est en ligne. Oui, c'est comment ça se fait? Vous voyez que c'est parti. Mais tout ça, c'est paramétré en fait. Et il y a une application qui permet aussi qu'on installe, et qui vous permet d'avoir juste une date. Vous choisissez, vous pouvez mettre l'année 2019. Quand on voit, vous voyez, avant moi, ça me trompait. Quand je voyais inscrit comme ça, je laissais, je me retourne et je dis, bon, la personne a abandonné, la personne n'est plus sur WhatsApp. Et puis, un jour, je me suis dit, mais envoie le message. Peut-être quand il va se connecter. Et quand tu envoies le message, tu te rends compte que, mais ça part. Le message part. Donc, depuis ce temps, moi, que tu sois connecté, mis depuis des années, je t'envoie quand même des messages. Donc, voilà, c'était quelques astuces pour vous. Mais bon, tu le sais, quand tu envoies un message, tu as la possibilité tu fais un appui long sur le message et ça te met un info, je crois. Et là, tu as la possibilité de savoir si la personne a lu ou pas. Oui, mais WhatsApp, que la personne ait désactivé c'est comme les groupes. La confirmation de lecture. Oui, c'est comme les groupes. Parfois, ça vous met très bien et... Tu avais dit quoi là tout à l'heure? Lupar. Dans les groupes, ça met Lupar. Et pourtant, la personne n'a même pas lu. La personne n'a même pas lu. Et ça te met au Lupar. Vous savez, moi, avec mon second portable, souvent je fais l'exercice. On envoie un message dans un groupe, je suis parlé, je n'ai pas cliqué. Et avec l'autre portable, maintenant, j'appuie, je fais un appui long pour voir quelle notification ça met Lupar. Et ça, pourtant, tu n'as pas lu. Pourtant, je n'ai même pas ouvert. Moi, écoutez, c'est des paramètres de sécurité de WhatsApp. Maintenant, quand vous l'utilisez aussi, il faut savoir comment l'utiliser. C'est vrai que WhatsApp nous donne ces garanties-là de sécurisation de nos données ou de rendre un peu plus discrètes nos publications. Mais en même temps, vous devez le faire en considérant votre entourage. Ce n'est pas parce que WhatsApp vous offre les garanties de sécurisation de certaines de vos données qu'il faut les utiliser n'importe comment. Je vais vous donner un exemple simple. Quand, par exemple, vous mettez une photo en statut et que vous sélectionnez des personnes qui doivent avoir accès à votre profil, n'oubliez pas que ceux que vous avez exclus, il y en a parmi ceux à qui vous avez donné la latitude d'être... donc de pouvoir avoir accès à votre statut. Il y en a qui peuvent faire capture d'écran et aller mettre un statut chez eux. Ça arrive d'ailleurs. Et là, donc, ça montre à tout le monde qu'en réalité, vous avez mis quelque chose en statut et que certains des gens que vous avez exclus ont la possibilité de voir chez l'ami qui a fait une capture d'écran pour mettre. Et là, maintenant, les gens vous posent des questions. Donc, tu as mis ça en statut, mais moi, je n'arrive pas à voir. On commence par vous poser des questions et ça arrive même à des couples, j'en connais comme ça, à qui c'est arrivé, ça crée un sérieux problème parce que monsieur a mis une dame que madame n'aime pas forcément en statut. Il a bloqué madame. En statut avec un joli message aussi. Voilà, avec un joli message, mais il a bloqué madame. Donc pour lui, c'est que bon, il rendait hommage à cette dame-là que madame ne digère pas trop, comme on le dit souvent. Tu fais ça aussi? Donc, non, je fais pas. Ça ne sert à rien de cacher. Je mets en statut. Si j'estime que la photo n'est pas bonne à mettre en statut, je laisse. Et donc, il y a les amis au couple
qui ont repris voilà, la photo en capture d'écran et qui ont mis un statut. Et donc, ils n'ont pas rogné, parce que ça aussi c'est un détail, ils n'ont pas rogné. Donc, madame a pu constater que chez les amis, il y a une photo en statut que monsieur a mis, parce qu'on voit que c'est une photo voilà, prise en capture d'écran et dont on voit le nom du mari en haut. Et donc, madame a demandé, qu'est-ce qui se passe sur ton statut? Il dit, rien, je n'ai rien mis en statut. Madame dit, non, regarde ça. Et elle lui montre maintenant le statut des amis. Et là, maintenant, il se confond. Et madame dit maintenant, allons sur ton statut, sur ton portable. Et on constate qu'en réalité, monsieur avait mis la photo de l'autre dame et il avait, voilà, il avait juste mis madame à côté pour qu'elle ne Il aurait simplement dû assumer. Donc, non, voilà, mais comme quoi, tout ce qui est gratuit. Voilà, c'est un peu cela. Et puis aussi, il y a des applications qui naissent de plus en plus maintenant pour contourner ces mesures de sécurité là, malheureusement, pendant qu'il y a des gens qui réfléchissent pour sécuriser les choses, il y en a aussi qui réfléchissent dans le sens opposé. Par exemple, aujourd'hui, WhatsApp nous donne depuis quelques années l'opportunité de faire supprimer pour tous. Quand vous envoyez un message par malveillance dans un groupe, vous avez l'opportunité. Mais aujourd'hui, il y a aussi des applications qui permettent de voir, de contourner pour voir le message. On l'a d'ailleurs eu avec toi. Voilà, le message que vous avez supprimé. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a tout, il y a un peu de tout aujourd'hui avec la technologie. Merci à Rebecca. Et moi, je vais vous demander vos fiches à la fin pour pouvoir rentrer en bon élève, lire les fiches et voir qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas de souci. Ne bloque personne, je constate. Surtout non, personne. De toute façon, tu ne publies jamais rien. Pas vous. Rebecca, merci. Alors, je vous le disais dans mon introduction, des innovations sont faites dans la délivrance des diplômes et certificats du baccalauréat, une réforme qui est bien évidemment la bienvenue pour mettre fin aux tracasseries administratives. Bruno, je suis toute contente et à la fois jalouse parce qu'on aurait aimé avoir cette réforme il y a de cela, 5 ou 6 ans en arrière. Ah oui, quand on regarde un peu ce que ça coûtait. Tout ce qu'on a vécu. Effectivement, à ceux qui ont eu le bac, voilà, il y a quelques années encore, les tracasseries qu'il fallait effectuer pour pouvoir avoir ces diplômes au niveau du baccalauréat et qu'aujourd'hui on simplifie ça tout comme si c'était fait de magie. On se dit bon, on aurait pu faire ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un peu plus tôt? Aujourd'hui, eh bien, Mylène, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est bien possible d'avoir ou d'obtenir donc son attestation de réussite au baccalauréat séance tenante. Ce n'était pas possible il y a quelques années, mais c'est bien possible maintenant. Et à part cela, il y a aussi les diplômes et les certificats d'authenticité qui peuvent aussi s'obtenir au niveau de l'office du baccalauréat. Il vous suffira donc de faire la demande tous les jours ouvrables à partir de 18h et avant la fermeture. Alors, il faut aller au cas par cas. Lorsqu'il s'agit de l'attestation de réussite au baccalauréat, comme je l'ai dit, vous pouvez l'avoir séance tenante. Et ça aussi, il faut qu'avec la nouvelle réforme donc, de l'office du baccalauréat, les bacheliers comprennent que c'est quelque chose à faire le plus tôt possible parce que simplement, il y a un classement définitif donc, de certaines archives au niveau de l'office du baccalauréat qui se fera bientôt. Donc, il faut que les gens courent. Après, par rapport à vos diplômes et certificats d'authenticité, vous faites votre demande. Mais à ce niveau, il y a 2 cas. Il y en a qui sont sur le territoire national, donc ils peuvent se rendre au niveau de l'office du baccalauréat pour le faire. Mais il y en a aussi qui ont obtenu leur baccalauréat et qui aujourd'hui étudient, continuent leurs études du côté, hors du territoire national. L'office du baccalauréat aussi leur offre la possibilité, même depuis l'extérieur, de faire leur demande de diplôme ou de certificat d'authenticité. Et l'office de baccalauréat se charge en fait, Mylène, de leur acheminer à l'adresse où ils résident dans leur pays d'accueil simplement. Donc c'est un travail... Non. Oui, gratuitement. Donc c'est un travail qui va même au-delà du territoire national. C'est un travail... Et une fois que vous êtes béninois, vous avez obtenu votre bac, même si vous êtes à l'extérieur aujourd'hui sans avoir obtenu tous les papiers qu'il fallait autour de votre baccalauréat, eh bien, l'office du bac, une fois que vous faites la demande, se charge donc de vous l'acheminer à l'adresse où vous résidez dans votre pays d'accueil. Alors, comme je l'ai dit, il faut rappeler à tous ceux qui n'avaient pas encore fait le retrait de leur attestation de diplôme, il faut le faire parce que là, lorsque les archives seront rangées, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est toujours, avec les anciens bacheliers, c'est toujours séance tenante.
Oui, séance tenante. Séance tenante. Vous allez, vous faites votre demande et puis voilà. Vous attendez, vous prenez. Vous prenez. Alors, vous allez peut-être demander les pièces à fournir parce qu'il faut monter un dossier pour pouvoir obtenir vos pièces. Si vous voulez faire une demande de diplôme simple, à ce niveau, vous devez faire une demande manuscrite qui est adressée, bien entendu, au directeur de l'Office du baccalauréat. Vous devez joindre à cette demande manuscrite l'original de l'attestation ou le certificat d'authenticité du baccalauréat et joindre également une copie légalisée et lisible de l'acte de naissance, une quittance de 10 000 francs CFA. Et il faut dire au niveau de cette quittance-là qu'elle vaut plutôt 5 000 francs. 10 000 francs si c'est des diplômes antérieurs à 2019, mais 5 000 francs pour les diplômes de 2019. Alors si vous voulez faire un retrait de l'attestation, là on quitte donc les demandes de diplôme. On parle ici de retrait de l'attestation. Il faut l'original de votre relevé ou l'extrait donc relevé de notes du baccalauréat, une pièce d'identité nationale en cours de validité, passeport, pièce d'identité, tout ce que vous voulez, et une quittance de 5 000 francs. Là, c'est plus simplifié. Et dans le troisième cas, pour la demande de certificat d'authenticité de votre baccalauréat, il faut donc une demande manuscrite adressée au directeur de l'Office du baccalauréat. Il vous faut également l'original du relevé de notes ou de l'attestation du baccalauréat, une copie légalisée et lisible de l'acte de naissance et une quittance de 3 000 francs. Ça fait quand même beaucoup. Hein? CFA. Non, ça ne fait pas beaucoup parce que déjà le relevé de notes, je pense que vous l'avez. Hein. Si vous avez, oui. Quand on ne perd pas de ce genre de choses, bien sûr. Bon, c'est vrai aussi. Quand c'est bien rangé quelque part dans un tiroir à la maison, c'est plus facile. C'est vrai. Mais je pense que c'est des papiers que les étudiants généralement prennent très au sérieux, les relevés de notes, le diplôme du baccalauréat, parce que pour vous inscrire au campus et dans les différentes filières, c'est des papiers qu'on demande souvent. Donc, généralement, il n'y a presque pas quelqu'un qui prend à la légère ce genre de diplôme. Donc, généralement, vous les avez souvent. Donc, voilà. Et pour la demande de certificat d'authentification du baccalauréat, je suppose, par exemple, que vous êtes dans un pays étranger pour étudier ou peut-être je ne vais pas dire qu'on ne reconnaît pas le baccalauréat béninois parce que le baccalauréat béninois a quand même de la valeur à l'extérieur, mais on vous demande juste l'authenticité de votre baccalauréat, oui. Voilà, qui prouve par exemple que ce n'est pas un baccalauréat truqué, ce n'est pas un baccalauréat, ce n'est pas une pièce que vous êtes en train de produire dans le néant comme ça, on vous demande juste l'authenticité et pour se rassurer que véritablement vous avez obtenu votre bac à la régulière et que c'est l'Office du baccalauréat de votre pays donc qui vous a délivré l'authenticité. Merci à toi. C'est moi. Des réformes de ce type, on en a besoin et ça nous facilite la vie. On gagne en temps et en heure. Oui, en temps et en heure, surtout pour cet office qui généralement est pris d'assaut par les étudiants, par les bacheliers chaque année après la proclamation des résultats du bac, pour qui va à l'extérieur, pour qui veut continuer dans les établissements privés d'enseignement, les établissements privé, oui, d'enseignement supérieur, pour qui va dans les filières du campus. Tout le monde veut souvent, pour qui veut passer les concours, c'est un office qui est souvent pris d'assaut. Et je pense qu'avec cette réforme, ça va aider même à satisfaire tout le monde en un temps record. Merci à toi. C'est moi. Les informations pêle-mêle à présent, et vous le savez, c'est Armand Amengan qui s'en charge. On installe. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Herman, bonjour. Bonjour, Axel. Bruno, pas Bruno, Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tout le plateau et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Le bac, vous l'avez eu en quelle année, Assel? Moi, j'ai eu le bac en 2015. 2015. Herman? Mon bac, je crois, ça a 10 ans d'hier. Je m'incline. Pas si vieux. Par rapport à Bruno. Ah ouais, Bruno c'est quelque chose. Hein. Bruno, on ne te pose même pas la question. Non, son bac doit avoir déjà plus de 15 ans. 15 ans et plus, je crois. Non, 14 ans. 14 ans. J'espère que vous avez déjà tout retiré. Tout? Vous avez tout retiré déjà? Tout. Assel déjà? Ouais, depuis. Hein. Herman? Le diplôme, l'authenticité. Non, pas le diplôme, je crois l'attestation pour les besoins de l'inscription au campus et après... Plus rien. Donc, je crois avec cette formule... Il faut que tu ailles très vite. Oui, avec cette formule qui facilite la vie, je crois que ça ira. On ira très vite. Alors, tu nous dis que des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique francophones réunis au Togo cuisinent une série de dessins animés.
Oui, tu fais bien d'employer le thème cuisiner car oui, ce sont des marmitons, vous le savez. Il est rare qu'un dessin animé à vocation internationale s'écrive en Afrique par des scénaristes africains au Togo à la Maison Junior. 10 jeunes venus de plusieurs coins d'Afrique écrivent une série animée, mais aussi un film jeunesse dans ce centre de formation pratique. Les étudiants apprennent l'écriture de scénarios pour enfants alors qu'il n'y a pas d'école pour cela dans les pays francophones du continent. Eh bien, ces scénaristes sont venus du Bénin, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo. Ils imaginent la saison 2 de la série d'animation Junior des idées en or, du nom du héros d'une série d'animation qui retrace les aventures d'une bande d'enfants africains. Après la saison 1 réalisée donc par des scénaristes français, cette fois-ci, ce sont des scénaristes africains qui vont parler du quotidien d'enfants africains, explique Christophe Guimond, qui est le scénariste et auteur de dessins animés et fondateur de l'association La Maison Junior. Eh bien, la série sera diffusée sur les chaînes PMSA, Julie Africa et Julie. Je vous propose de suivre ici quelques participants et un formateur. Et parmi ces apprenants, vous aurez dû constater qu'il y a quelqu'un passé déjà par ici sur le rendez-vous de midi, Odilon Assou. On s'en souvient évidemment, avec lui, on avait parlé de cinéma d'animation. Sur la saison 1 de Junior, ce sont des scénaristes français qui ont fait cette série et qui ont parlé du quotidien d'enfants africains. Et là, on renverse la proposition, ce sont des scénaristes africains qui vont parler de quotidien d'enfants africains à vocation internationale, c'est-à-dire à destination de l'Europe. Cette série doit être audible pour les Européens et en même temps identifiante pour les Africains. Je peux dire qu'en Afrique, ce n'est pas toujours simple de pouvoir se former dans le milieu, le domaine du cinéma. Quant au domaine spécifique de la scénarisation, c'est pas facile parce que les formations sont rares. L'opportunité aussi qu'offre cette formation, c'est la formation sur le plan professionnel des scénaristes qui pourront créer à terme des contenus animés qui nous ressemblent, qui retracent les réalités de l'Afrique et aussi transmettre ce qu'ils ont appris, ce que nous avons appris au cours de ces différentes formations. Voilà donc ce qu'il en est de cette série d'animation qui est actuellement en cours d'écriture, Mylène, du côté du Togo. C'est quoi, une belle initiative, bien sûr. Forcément. On veut bien des dessins animés de chez nous, de l'Afrique, qui en quelque sorte reflètent nos réalités d'ici. On raconte mieux son histoire que son bien sûr. C'est plus facile. Alors, tu nous parles d'une Malienne qui donne naissance à 9 bébés, je crois. Oui, elle pensait donner naissance à 7 enfants. Elle a finalement accouché de 9 bébés. Alima Sissé, une jeune Malienne de 25 ans, va bien, mais ces nouveau-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant 2 à 3 mois du fait de leur faible poids, d'après les informations de la clinique privée marocaine qui l'a assistée. Eh bien, ce genre de naissance est très rare, c'est exceptionnel, a déclaré le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique Aïn Borja de Casablanca, sans pouvoir confirmer qu'il s'agissait là d'un record mondial. Eh bien, les bébés resteront sous surveillance pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids mature, a indiqué le responsable de l'établissement, que je vous propose d'ailleurs de suivre ici. Regardez. Ça fait presque plus d'un mois et demi. Madame Halima, on l'a accueillie début de mars pour accouchement de 7 bébés. Donc, elle était enceinte de 7 bébés. Donc, ils ont choisi le Maroc parce que nos confrères maliens nous font confiance. Ils ont visité nos plateaux techniques de haut niveau, au niveau de la réanimation néonatale, au niveau du bloc, au niveau du salle de cathétérisme. Donc, l'équipe médicale des gynécologues, donc, ils ont prolongé la grossesse jusqu'à 30 semaines d'aménorrhée, la date pour laquelle la dame, le mardi, a déclenché le travail, décision prise pour la césariser. Donc, la césarienne a donné naissance à 9 bébés, 5 filles, 4 garçons. Ces bébés sont hospitalisés en réanimation néonatale. Le poids varie de 500 grammes à 1 kg. Pour l'instant, ils sont stables. Il y a 3 intubés, 4 sous CPAP et 2 sous oxygène. Voilà donc, Mylène, ce qu'il en est de cette dame qui a donné naissance à 9 bébés en un geste. Je crois que ça doit être véritablement éprouvant. Déjà, quand on sait, pour certaines femmes,
faire avoir un seul enfant. Franchement, elles font, je ne vais pas dire des caisses et des caisses parce que c'est difficile, les douleurs de l'enfantement. Non. Déjà, tu ne l'as jamais vécu pour pouvoir en parler. C'est difficile, les douleurs de l'enfantement. Qui n'a jamais vécu. Pas peut-être en tant que père, je n'ai peut-être jamais en tant vécu en tant que femme. Mais je l'ai vécu quand même à ma façon parce que j'ai assisté plusieurs fois déjà des femmes enceintes. Donc, on voit comment c'est difficile pour un seul bébé d'aller à terme, surtout tout par ça. césarienne. Enfin, je parle surtout des douleurs de l'enfantement, de tout ce qui entoure. Voilà, un enfant ou une femme qui veut accoucher, mais celle-là, en un geste, on a accouché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous manque 2 pour une équipe de football. Franchement, c'est éprouvant parce que pour une grossesse, d'abord, quand on parle de grossesse intra-utérine, un seul enfant d'abord, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, avoir jusqu'à 9 dans l'utérus, vous vous rendez compte, 9, franchement, une pensée vraiment à cette dame, à cette nourrice. Parce que, ouais, et le plus important, c'est qu'elle est en pleine forme, les enfants aussi. Oui, les enfants sont sous assistance médicale, évidemment, parce que le médecin l'a dit dans l'élément, leur poids varie entre 500 grammes et 1 kg. Ce qui est largement en dessous de la moyenne. Vraiment en dessous de la moyenne. Moi, je crois, à la naissance, je devrais faire entre 3 et 4 kilos, 5, selon ce que disait ma mère. Donc, voilà. Donc, 5 déjà, c'est une torture pour la mère. Oui. Parce que 3,5, c'est déjà bon. Oui, c'est la moyenne. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire pour la nourrice et même pour au niveau des soins médicaux, déjà pour ramener les enfants à un poids normal. Donc, ils sont sous assistance médicale. J'espère que ça va se faire et que ces enfants grandiront maintenant. Qui vont d'ailleurs tous grandir. Franchement, 9 enfants. C'est incroyable, tu as toujours du mal à y croire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, à l'écho, ça a révélé 7 enfants, c'est bien ça? Ça a révélé 7 quand la dame Halima Cissé a fait l'échographie. L'échographie a révélé qu'il y a 7 fœtus, mais c'est une fois sur place à l'accouchement que 2 se sont rajoutés. Certainement, ils ne veulent pas se faire compter l'histoire. Donc, ils se sont rajoutés, évidemment, pour participer à l'épopée. Et donc, finalement, c'est devenu 9. C'est assez étrange. J'ai essayé de fouiller un tout petit peu pour voir là si c'est un record mondial, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'informations fiables, donc je me suis gardé de... Je sais qu'on en a déjà eu, on en a eu à Goni, elle a eu, non, chez nous ici, il y en a eu qui a eu 7 enfants. Il y a même une américaine, si mes souvenirs sont bons, en 2016, elle a accouché de 8 bébés. 8 bébés. Oui, aux États-Unis. Bon, là, c'est un onuplé. Donc, voilà. Bon, là, c'est fini, elle va se reposer, elle fait plus. Mais n'allez pas lui parler de Dossou, sinon elle vous donne un coup de pied. Elle a tout fermé. Non, mais évidemment. Parce que si au Dossou, elle vous fait encore 10, franchement, là, en 2G, ça lui fait 19. Et puis voilà. Encore qu'elle a 25 ans. Autant ouvrir une ONG en même temps. Et puis, on passe à autre chose. 25 ans. 25 ans. Donc, elle est encore très, très jeune. Maintenant, sait-on jamais. Elle peut décider d'avoir encore... Mais une chose est claire, prendre soin de ces 9 enfants-là, cela va vraiment l'épuiser. Tu l'imagines à la maison avec ces 9 enfants. Quand vous en avez 2, imaginez 3, 4, jusqu'à 9. Oui. Après aussi, c'est un couple qui, quand même, relativement a les moyens parce qu'ils sont partis du Mali, parce que le cadre, on va dire, médical du Mali... pour prendre soin véritablement, en tout cas, de ce qu'ils voulaient, ne leur correspondait pas fondamentalement. Donc, ils sont allés au Maroc, ils ont inspecté les hôpitaux, ils ont donc visité plusieurs hôpitaux et ont mis le cap sur Aït Borgia, donc de Casablanca. Et c'est là, on a suivi la dame jusqu'à terme, évidemment. Donc, je crois qu'ils vont pouvoir faire face plus ou moins aux besoins de ces 9 bébés qui, au demeurant, il faudra le rappeler, forment déjà une équipe de basketball avec des remplaçants. Oui, mais il faut aussi saluer la médecine, donc, comme Herman le souligne, parce que c'est pas évident de réussir une telle opération. Sortir 9 bébés, c'est pas parce que c'est la césarienne que c'est déjà gagné d'avance. 1, 2, 3, on sait comment ça se passe. Il y en a qui en meurent pendant l'accouchement. Je parle bien des bébés.
pendant la naissance, pardon, pour les bébés, mais pendant l'accouchement pour la maman, donc, mais en sortir jusqu'à 9 et les récupérer tous vivants. Franchement, c'est également une prouesse. C'est pas un exercice quotidien quand même. Mais n'oublions pas le fait que la famille, le père ou la mère ait peut-être des moyens. Il faut forcément que le gouvernement malien aussi puisse assister le gouvernement ce couple-là. a assisté évidemment ce couple malien à travers le ministère en charge des affaires sociales, donc l'équivalent de leur ministère des affaires sociales, le gouvernement qui a dépêché justement son ministre. Donc il y a eu évidemment toute l'assistance en attendant certainement le retour du couple ou de la dame au pays, qui soit accueillie comme une héroïne nationale. Bien sûr. Ah, vraiment? Aller accoucher, faire 9 enfants, être en vie, les enfants également, chez nous on dit Alléluia. Et puis on est accueilli en héroïne. Et puis il y a ce concert caritatif contre le Covid-19. Oui, c'est un événement destiné à récolter des dons pour dénommer évidemment donc le concert, le Vax Concert. Justement, pour dire vaccin, mais pour dire également COVAX, qui est le programme mis en place évidemment par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre à tous les pays du tiers-monde qui n'ont pas les moyens de pouvoir, comme le nôtre, évidemment, de pouvoir avoir des vaccins afin de vacciner la population. Déjà vacciné, bien sûr. Bien sûr, je me suis fait vacciner, j'ai pris la première dose et j'irai prendre la seconde dose après, au bout de 4 semaines. Donc, je vais le faire très vite. Mais cela, dans 2 semaines. Mais cela n'enlève pas justement le respect, des gestes barrières, parce que le vaccin, c'est justement pour vous protéger des formes graves de la maladie. Et donc, quoi que vous êtes vacciné, vous devriez continuer par respecter les mesures barrières, comme on le dit. Bruno, le vaccin? Oui, bien sûr. Oui, il faut le faire. Tu l'as déjà fait d'ailleurs? Oui, déjà. Je pense qu'elle m'en a tout dit. Il faut pas maintenant dire que bon, je suis vacciné et que plus rien ne peut m'arriver. Il faut maintenir la veille, c'est très important. Il faut toujours mettre son masque, se nettoyer. Parce que même avant le vaccin, on vous avertira que l'immunisation n'est pas à 100%. Donc c'est à un certain pourcentage donné. Donc le reste, ça veut dire qu'il y a une marge de sécurité quand même à maintenir à votre niveau. Edmond, merci. Tout le plaisir. Alors ce midi, on cultive de l'arachide. Ça nous change des légumes, on en a trop cultivé. On y va? Oui. On y va dans sa pousse. Tout à fait. Pour cultiver l'arachide, c'est très simple. Il faut d'abord partir d'une bonne semence. Et les semences d'arachide sont généralement achetées dans les marchés. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un vendeur de semences certifié. Vous allez dans les grands marchés, chez les grossistes, vous leur demandez, mais on a envie de produire l'arachide, on a besoin de semences d'arachide. Ils vont vous vendre les semences d'arachide dans les gousses d'arachide. Ça, c'est la particularité de l'arachide. On n'enlève pas les gemmes, on n'enlève pas les graines d'arachide de la gousse avant de vendre. Il faut acheter toujours les semences dans les gousses d'arachide. D'accord? Et c'est après avoir acheté les semences avec les gousses d'arachide qu'une fois à la maison, vous allez décortiquer l'arachide avant maintenant d'aller immédiatement mettre ça en terre. Et comme dans le cas du niébé, il faut piétiner l'arachide après plantation. C'est hyper important. Lorsque vous ne piétinez pas l'arachide après plantation ou bien après semis, le taux de reprise sera vraiment très très bas. Pourquoi le taux de reprise sera bas? Parce que l'arachide a besoin d'une certaine pression et d'une certaine chaleur pour pouvoir germer. Avant de planter, il y a aussi des cas de prévention que vous devez observer, c'est-à-dire l'utilisation de produits fongicides, l'utilisation de produits acaricides. Vous pouvez mélanger vos graines d'arachide dans de la vieille cendre de bois ou bien dans les tourteaux de Nîmes. C'est à recommander avant la plantation. Et aussi, il est important de savoir que l'arachide pousse et va donner un très bon résultat sur les sols meubles, drainants et aérés. Pas forcément riches. Maintenant, si vous plantez l'arachide sur les sols argileux, par exemple, le danger, c'est quoi? Lorsque vous allez planter l'arachide sur les sols argileux, il aura une saison sèche qui va intervenir ou bien l'intervention
d'une sécheresse, vous n'allez pas pouvoir récolter. Vous allez avoir un bon rendement, mais au cours de la récolte, vous allez avoir beaucoup de pertes. Assel, tu comprends pourquoi, non? Parce que tout simplement, vous allez perdre beaucoup de gousses d'arachide dans le sol. Et l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est d'arracher l'arachide facilement et d'avoir beaucoup plus de gousses. Donc, ceci va agir sur le rendement. Et aussi, vous ne pouvez pas faire l'arachide sur les sols hydromorphes, c'est-à-dire les sols qui gardent beaucoup d'eau. L'arachide n'est pas à cultiver sur les sols hydromorphes, c'est-à-dire les sols inondables. Après semis, il faut observer 3 mois pour espérer une récolte ou bien un résultat. Il faut attendre 3 mois pour pouvoir commencer par récolter les gousses d'arachide. Et généralement, en Afrique, l'arachide se récolte de façon très archaïque et c'est ça que les Européens appellent cacahuète. C'est l'arachide que les Européens appellent cacahuète et il y a beaucoup de marge à se faire. Il y a de la matière parce qu'on peut faire l'huile d'arachide, on peut faire la pâte d'arachide, on peut faire les chips d'arachide, on peut faire beaucoup de choses. L'arachide peut même utiliser pour les compléments alimentaires dans le domaine cosmétique, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de business derrière l'arachide et vraiment, l'agriculture, c'est l'avenir. Herman et Bruno, vous adorez bien sûr les arachides. Les arachides, les cacahuètes, peu importe. Oui, enfin, vous savez, ce qu'on appelle cacahuètes chez nous, c'est de l'arachide imbibé dans du sucre, passé au feu. Donc, il y a ces sortes de cristaux de sucre qui sont accrochés à l'arachide ou qui emballent l'arachide. Donc, ce qu'on appelle cacahuète chez nous, en fait. C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler cacahuète ici au Bénin. Et donc, quand vous dites cacahuète, dans la conscience collective, ça renvoie plus à ce signifié-là. Mais ailleurs, c'est toute autre chose. C'est peut-être de l'arachide simple. Donc oui, voilà, j'aime l'arachide dans toutes ses dimensions, que ce soit fruit, que ce soit la pâte. La plupart de tes repas, la bouillie, bouillie d'arachide. Non, pas la bouillie. Quand tu le l'accompagnes, oui, bien sûr. Oui, mais de moins en moins maintenant. De moins en moins maintenant. Tu es allergique à l'arachide? Pas du tout. Mais enfin, j'en consomme de moins en moins à présent. J'essaie de réguler un peu la consommation en raison du gras parce que l'arachide, c'est quand même un fruit assez gras. Donc, je fais beaucoup plus attention à sa consommation. Bruno, et toi? Oui, j'en consomme, que ce soit bouilli, grillé, sous toutes les formes. Après aussi, il y a les transformations comme le clouclou. Le bocou. Voilà. Tout ce que vous voulez, ça passe et c'est très intéressant. Après aussi, Herman l'a dit, il ne faut pas en abuser. Par exemple, quand vous avez des plaies, c'est pas assez conseillé. Quand vous avez des plaies sur le corps, il ne faut pas en prendre. Il ne faut pas en prendre. On ne vous recommande pas de manger de l'arachide quand vous avez des plaies parce que ça n'aide pas à la cicatrisation de la plaie. Encore plus quand vous l'avez dans la bouche. Là encore, il faut faire un peu plus attention. Après, il y a le côté gras aussi dont il faut se méfier. C'est vrai qu'au moment où vous broyez l'arachide, vous ne vous rendez pas compte de la quantité d'huile que cela contient jusqu'à ce qu'on aille moudre l'arachide et qu'on commence par, je sais pas, malaxer, c'est bien ça, cette pâte-là d'arachide et que vous voyez l'huile qui en découle, vous vous rendez compte donc que quand vous mangez de l'arachide, c'est beaucoup d'huile que vous êtes en train de et trop de gras, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas trop bon pour la santé. Et il y a des gens qui sont allergiques à l'arachide, bien sûr. Oui, moi, par exemple, je suis allergique à ça. Quand je prends ça, me gratte le corps. Ça donne les acnés. J'ai les maux d'yeux également. Oui, ça donne des acnés, Bruno l'a dit. Ça, ce n'est pas une allergie, c'est plutôt le gras, l'excès de gras dans le corps qui te donne des acnés. Non, l'allergie peut provoquer chez certains, ça dépend de l'organisme. Tout le monde peut être constitué un allergène pour certains. Donc, oui. Et quand vous êtes allergique à quelque chose, vous ne réagissez pas de la même manière. Il y en a quand ils sont allergiques à quelque chose, c'est des plaies dans la bouche. Il y en a, c'est des acnés. Il y en a. Ça varie en fonction de l'organisme de la personne. Et ça a des vertus, bien sûr. Tout à fait. L'arachide, c'est un véritable cocktail de vitamines et de minéraux indispensables
au fonctionnement de l'organisme. Parmi les nutriments qui la caractérisent, nous pouvons citer le zinc, la manganèse, le cuivre, le phosphore, le magnésium, la vitamine E et même la vitamine B3. Et donc, vous pouvez consommer, mais n'oubliez surtout pas, il ne faut pas en abuser. C'est très, très important. De toute façon, l'abus a toute chose mieux. Bon, l'arachide aussi, on en a toujours dans une bouteille quelque part. Non, pas toujours, pas tout le monde surtout. Non, pendant les périodes de fête. Non, moi j'en ai pas à la maison. J'en ai presque jamais d'ailleurs. De toute façon, on est obligé de manger. Non, très rarement. Moi également, très rarement. D'accord. De toute façon, on est au Bénin. Mais voilà. vous ne vivez pas seul, pas parce que vous n'aimez pas. Il y a papa, il y a maman, il y a les frères et sœurs. Donc il y a toujours une bouteille à côté pour ceux qui veulent s'en servir au moment de boire du gars. En fait, ne prennent pas nous qui sommes sur le plateau pour des extraterrestres parce que. Bon, ça fait partie des choses avec lesquelles, en tout cas chez nous, on a les visiteurs. Quand les visiteurs viennent, voilà, ça fait partie des concerts, que ce soit ce que nous appelons. Ce que nous appelons communément le petit caillou, cacahuète, de l'arachide, popcorn. Il y a pas mal de choses qu'on peut servir. L'arachide est assez souvent présente. Sinon, nous, très souvent d'ailleurs. On préfère le cuicli légèrement pimenté. Oui. C'est encore mieux. Bon, c'est de l'arachide que vous mangez. Oui, mais sous une autre forme. Et plus agréable, bien sûr. Et de toute façon, d'où elle vient, c'est... Bon, il y en a qui mangent la matière première. Oui, c'est ce qui se fait là-bas. C'est ce qu'on affectionne là-bas. D'où elle vient, c'est ce qu'ils affectionnent. Mais vous savez qu'à Zakota, dans le Zou, dans le département de Zou, la plupart des femmes, nos mamans, ça donne à cette activité. Sauf que planter l'arachide, mais la récolter, c'est... Enfin, la travailler après la récolte, c'est une pénibilité pour les dames parce que décortiquer les gousses d'arachide, c'est très, très, très pénible. Si ces dames-là avaient des matériels pour travailler, pour la transformation, je crois qu'elles peuvent, je dirais, engranger beaucoup de revenus parce que quand vous allez dans le zoo, vous allez à Zakota, à Agonli, vous achetez forcément de l'arachide. Et encore que ce n'est pas du tout cher. Si ces dames étaient plus ou moins accompagnées ou ont un soutien, elles peuvent quand même se faire beaucoup de sous. Valère l'a dit dans l'élément, ça rapporte énormément de l'argent, enfin l'agriculture en général. Et on en retire d'ailleurs plusieurs choses. Revenez sur la culture de l'arachide. C'est pas simple en fait, parce que lorsque vous faites les sillons et que vous plantez, enfin vous semez l'arachide et que ça commence par pousser, le saclage de ces sillons-là, c'est assez différent parce que c'est sensible. Parce que si vous touchez à la racine, vous êtes en train un peu d'hypothéquer la production de cette plante-là. Tuer la plante là. Voilà. Et c'est pareil aussi au moment de la récolte. Il y en a qui, quand le sol est vraiment mou, il y en a qui arrachent la plante, donc avec de l'arachide. Il y en a qui mettent la roue en fait en dessous du sol pour pouvoir creuser et prendre la plante de l'arachide avec toute sa production. Voilà. Hassan, merci. Merci Mylène, merci Amon, merci Bruno. Alors, notre référence du jour est un passionné de la mode, un peu comme Herman, hein, bien sûr. Mais lui, ici, est lancé depuis un certain temps, depuis quelques années. On le découvre avec Ariane Da Silva. C'était déjà une passion pour moi. Avant que je ne commence réellement, déjà j'allais au marché à Nicebor, je prenais des habits, je me rendais chez des tailleurs, je leur disais faites-moi ceci, donc je modifiais un peu. Et donc c'était un plaisir que je prenais en faisant cela, et par la suite c'était avec les amis que je le faisais quand il y avait une sortie. Donc après ma formation, je m'étais retrouvé carrément sur un carrefour de ma vie où l'horizon était vraiment sombre. Parce que j'avais fait la comptabilité, je n'avais jamais échoué, mais je ne me sentais vraiment pas dedans. J'étais dans ce brouillard-là, quand j'ai eu la grâce de connaître Dieu, avec des amis que j'ai vus et tout. Et c'est là que j'ai compris vraiment que pour chaque homme, Dieu avait vraiment réservé une œuvre. À partir de ce moment-là, j'ai reçu comme vocation vraiment de m'employer dans la mode. Voilà, c'est comme ça que tout est parti. C'est passionnant. Quand on parle de passion, je pense que c'est quelque chose de naturel. C'est passionnant.
comme je vous l'ai dit, bien avant, j'allais acheter des tenues que je retouchais et tout pour des amis. Donc voilà, c'était la chose la plus facile que je savais faire. La difficulté, c'est que des fois, vous pouvez manquer d'inspiration. Quand bien même, c'est quelque chose que vous savez faire, des fois, vous pouvez manquer d'inspiration. Voilà. Une autre difficulté, c'est il n'y a pas que ce que vous créez, il y a la gestion de la clientèle. Vous voyez comment gérer la clientèle. Vous avez donné une date, une échéance pour qu'ils viennent retirer leur tenue. Mais cette échéance, ce n'est pas encore prêt. Il faut savoir gérer la clientèle. Il y a des clients qui sont très bruyants, qui s'énervent très vite. Il y en a qui sont calmes. Voilà, donc je pense qu'il y a la gestion de la clientèle. À l'interne aussi, la difficulté est liée peut-être aux ouvriers. Vous voyez quelqu'un qui est peut-être très bon mais qui n'est pas très disponible parce que le reste, c'est que vous ne pouvez pas tout faire vous seul. C'est beaucoup de clients. Il faut que vous déchargez le travail sur les autres et tout. L'entrepreneur, premièrement, il est quand même s'il est beaucoup chargé, il est un peu libre dans son temps. L'entrepreneur peut beaucoup souffrir les premiers jours, mais du jour au lendemain, il peut exceller financièrement, il peut trouver un boom. Par contre, le salarié, lui, il est figé, il se contente de son salaire, il définit toute sa vie par rapport à son salaire. Si je n'avais pas appris la comptabilité pour ma part, je ne saurais pas, par exemple, que quand on prend un financement, ce n'est pas pour financer des immobilisations fixes. Quand vous prenez un financement, c'est de l'argent que vous prenez quelque part, il faut tourner. On va prendre une voiture et investir, par exemple. On va prendre un financement et investir, par exemple, dans un local, dans un bien immobilier. Voilà, il faut que vous investissiez dans quelque chose qui peut vous rapporter encore de l'argent. Ça, on l'a appris en comptabilité. Je pense que l'entrepreneuriat est un risque et c'est difficile de prendre un risque. Quand on a de la garantie, quand on a de l'assurance que ce qu'on va faire, ça va aller, je pense qu'on peut entreprendre. Et je pense que si l'entrepreneur connaît Dieu, c'est bon. Une autre clé, c'est que l'entrepreneur ne doit pas paraître, il doit être. L'entrepreneur doit être patient, l'entrepreneur doit être réfléchi, l'entrepreneur doit être quand même humble pour découvrir d'autres choses, pour avoir des opportunités et tout. Et l'entrepreneur, par-dessus tout, doit être persévérant. L'entrepreneur doit être persévérant, il doit être humble, il doit pouvoir prendre des risques, puisque c'est d'ailleurs ça, l'entrepreneuriat. Et ces risques-là, Julio Boko, lui, il s'y est lancé, il s'y est jeté sans garantie, il a dit. Sans garantie, mais avec des notions de ce qu'il a appris en comptabilité et qui sans doute l'ont propulsé. Il a dit, c'est vrai qu'il parle de Dieu, mais je trouve plus pratique l'aspect où il évoque sa formation qui a été d'une grande aide et très déterminante dans sa nouvelle, dans sa reconversion, parce qu'il a parlé de financement. On ne peut pas prendre par exemple de l'argent, si c'est un prêt par exemple, et aller investir dans une voiture, l'achat d'une voiture ou d'un local. Il a dit, il faut investir dans quelque chose qui va générer de l'argent. C'est comme ça que vous pourrez vous débarrasser de votre dette et poursuivre avec votre propre entreprise. Et là, je pense que il a découvert quelque chose un domaine dans lequel il se sentait déjà à l'aise. Il a commencé juste en retouchant les vêtements pour ses amis. Quand tu achètes une chemise, il la retouche, il te la rend. Elle n'est pas forcément comme tu l'as achetée au départ, mais elle paraît peut-être plus jolie ou plus posée sur toi, etc. Et il s'est découvert une passion. Aujourd'hui, il vit de cela, c'est un mieux. Il fait ses croquis lui-même. Il fait ses croquis lui-même, donc ça veut dire qu'il y a de l'originalité du début jusqu'à la fin. C'est pas qu'il a un catalogue venu d'ailleurs qu'il consulte pour pouvoir reproduire. Il fait ses croquis lui-même. Et je pense que c'est déjà cela. Ça veut dire qu'il est capable de créer des modèles pas courants parce que c'est de son inspiration. Et c'est aussi ça qui fait sa force. Armand, l'entrepreneur doit être et non paraître. Et c'est fondamental, il doit être, parce que lorsque vous êtes dans le paraître, vous risquez au bout d'un moment de vous faire prendre à votre propre jeu. Parce que lorsque vous inventez un train de vie, ça s'observe beaucoup dans notre société, on est dans le paraître, on s'invente un train de vie
qui n'existe pas dans le fond. Et donc, au bout d'un moment, vous êtes obligé parfois même de vous endetter pour pouvoir maintenir l'image que les gens ont déjà auprès de vous. Et donc, pour pouvoir être entrepreneur, si vous vous inventez un train de vie que vous n'avez pas, vous êtes obligé à un moment donné de vous ruiner pour pouvoir continuer à paraître. Et ce faisant, vous ruinez votre entreprise. Alors que lorsque vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la simplicité, vous êtes pratique et pragmatique, vous n'avez pas impressionné quelqu'un au bout d'un moment, lorsque vos affaires marchent. De toute façon, si vous êtes entrepreneur, au bout d'un moment, lorsque vous atteignez le niveau que vous devrez atteindre, plus rien ne peut vous arriver. Et voilà, vous pouvez vous offrir tous les plaisirs que vous voulez. Donc, sacrifier quelques années de notre processus pour pouvoir nous forger lorsqu'on est entrepreneur et même lorsqu'on est travailleur, je crois que ça ne devrait pas être une contrainte, ça ne devrait pas être perçu comme un signe de manque de réussite ou de pas de réussite du tout. Donc, essayer d'être soi, ne pas être dans le matu vu comme on le dit, rester pratiquer, pragmatique, être vrai. Et l'agent du business, la plupart du temps, on mélange le tout. L'agent du business, ce n'est pas pour l'entrepreneur. Il le sait. C'est à mettre il y a ce qu'on appelle pouvoir, l'orthodontie financière. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir maîtriser l'orthodontie financière et c'est en cela que même si vous avez la bonne volonté d'entreprendre, à des moments donnés, il faut quand même prendre des cours, même si ce n'est pas de façon formelle, mais essayez de vous documenter sur la gestion d'une entreprise. Lui, il a la chance, il est comptable de formation et donc fondamentalement, ça lui est d'une grande aide parce qu'il sait désormais qu'il doit pouvoir tenir les comptes, il doit pouvoir faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes, il doit pouvoir payer les impôts, il doit pouvoir. Donc, ce sont des détails qu'il maîtrise assez bien, ou sinon très bien, parce qu'il est comptable de formation. Et donc, déjà, lui, il a une longueur d'avance sur les autres, mais c'est un paramètre que les entrepreneurs, ceux qui aspirent investir ou ceux qui aspirent créer leur propre entreprise, doivent pouvoir prendre en compte. Le tout ne suffit pas d'injecter de l'argent ou d'avoir une idée pour entreprendre. Il faut pouvoir maîtriser également les rouages. Et c'est en cela aussi que cela pourra booster votre activité. Être d'accord, mais il ne doit pas oublier que même en étant entrepreneur ou même gestionnaire, il gère son propre affaire. Il doit garder... Ses propres affaires, vous voulez dire? Oui, ses propres affaires. Il doit garder en tête l'humilité. Parce que quand vous n'innovez pas, quand vous ne créez pas, quand vous ne façonnez pas bien vos produits, il n'y a pas de la finesse dans ce que vous faites, je crois que les gens vont vous fuir. Donc, il doit garder cette endurance et cette humilité de bien faire. Et surtout, il est dans un secteur où c'est compliqué lorsque ce que vous produisez n'est pas fin. La mode, il y en a qui sont vraiment très, très pointueux sur la finition. C'est très important. Si on prend votre tenue et puis on retrouve des cordons par ici, on retrouve des parties rafistolées à gauche et à droite. Oui, on mise beaucoup sur ça parce que c'est ce qu'on voit automatiquement quand tu t'habilles. C'est la première chose à laquelle on fait attention. Et il faut pouvoir s'y être sérieux. Parce qu'il est dans un secteur où ça manque cruellement de sérieux de la part des artisans. Les artisans, excusez du peu, les rendez-vous ne sont pas respectés. Les rendez-vous ne sont pas... Non, mais vous savez, moi, j'ai la chance de travailler avec un monsieur qui est dans le secteur de la mode, qui est un couturier, c'est-à-dire un créateur de mode, et je vois comment il tient son entreprise. Lorsque vous allez chez lui, d'abord vous avez une fiche, et lorsque vous allez chez lui, on vous inscrit dans une base de données, on prend vos mesures, et si votre mensuration, je veux dire, si à chaque fois vous revenez, on vérifie si la mensuration entre-temps n'a pas évolué, si entre-temps n'a pas connu des mutations. Bref, c'est tellement organisé. S'il vous dit, vous venez chercher votre tenue dans 10 jours, venez dans 10 jours, votre tenue, elle est prête. Donc, tout est organisé, tout est fait dans l'orthodoxie. Mais avec les artisans, excusez-moi du peu, rien n'est sûr. Vous pouvez lui dire que c'est la tenue que vous voulez porter pour votre promotion au boulot. Le bonhomme, vous venez la veille, il vous dit revenez à 22h. Non, à 23h, c'est prêt. Moi-même, demain matin, je passe, je vais vous déposer. Mais ils ont pas tous ici. C'est jamais prêt. Parfois, il te dit en allant, viens, tu portes, tu peux aller à mi-temps. Ça sera tout sera prêt. Tu viens, tu t'habilles. Le bonhomme, il te rassure, mais finalement, tu te rends compte que... Non, mais en toute chose, on l'a tous déjà connu au moins une fois. Au moins une fois, on l'a tous déjà connu. Plusieurs fois déjà. Là aussi, le domaine de la mode, pour compléter un peu à ce que Eman disait, là où le domaine de la mode est aussi compliqué, c'est que tout ce que vous portez est commenté en fait. C'est-à-dire que
100 personnes voient, vous avez la chance au moins d'avoir 70 commentaires sur 100 personnes. Et j'ai d'ailleurs déjà commenté ta tenue ce matin. C'est beau, c'est pas beau. Donc, il faut que tout ce que vous fassiez puisse avoir, je vais dire, l'accord de la majorité. C'est vrai, tout le monde ne peut pas apprécier forcément, mais il faut que ça tape dans l'œil de beaucoup de personnes. Et c'est comme ça, les gens demandent même qui t'a fait ça, qui t'a cousu l'habit, qui est ton couturier. Et là, ça vous ouvre même d'autres portes. Bruno, ta tenue, je l'ai commenté ce matin. Merci. Oui ou non? Oui. Alors, Assel, la fête, c'est pour aujourd'hui, c'est pour quand exactement? L'Ascension? En fait, oui, c'est le jeudi. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi. Donc, on fait comment? On est en pleine ascension. On va peut-être faire une ascension dans le resto d'à côté. Parce que c'est jour férié, on est au boulot. Donc, puis voilà. On va à la pause quand même. Il est midi. Donc, voilà, une petite ascension. C'est quand même quelque chose. C'est un monde qui nous invite, bien sûr. Avec plaisir. On ira inscrire notre nom dans le cahier de date. Tous ensemble. Faire la plonge après. Alors, merci Bruno, merci Amande, merci. Un plaisir. Merci Assel, merci à Rebecca, merci à toute l'équipe technique. Ensemble, on vous souhaite quoi? Bonne fête. Bonne fête d'Ascension. Bonne fête chez vous et quoi? Reposez-vous, mangez bien, bien sûr. Et surtout, allez à l'église. Ah, ça c'est déjà le matin, on va à l'église le matin. Ceux qui ont manqué le matin, pu se rendre mais ce soit pour les jeunes comme Axel. Voilà, moi. Ouais, ce sont les jeunes qui vont à l'église le soir, bien sûr. À 18h30. On se retrouve demain. Ciao, ciao.